Donc, pour répondre à cette question, on part beaucoup de notre expérience qui, pour l'instant, est celle de 2 personnes qui sont encore étudiantes en école d'art. Donc, en école d'art, c'est assez fréquent, voire très fréquent, que notre travail soit assigné à notre genre, à notre identité raciale, sans même que ça soit présent dans notre discours ou que ça soit pertinent par rapport à notre travail. Je dirais que dans notre cas, notre travail a toujours été ouvertement féministe et souvent axé sur des questions liées au genre. Du coup, l'assignation pouvait être pertinente, on va dire. Cependant, face à des jurys qui sont souvent majoritairement ou exclusivement, souvent exclusivement, composés d'hommes, cis, blancs, hétéros, c'est assez difficile de faire entendre des discours autour des réalités des minorités, et souvent par rapport à notre travail des minorités de genre. Je dirais même que dans un contexte encore plus large, c'est assez difficile tout simplement de faire entendre sa voix parfois dans une école d'art, en fait, parce qu'il y a, comme je le disais, une grosse majorité d'enseignants hommes et une grosse majorité d'enseignants, je pense que c'est lié au fait d'être enseignant homme malgré tout, qui ont l'habitude d'interrompre, de couper la parole, de restreindre la parole des étudiants et étudiantes, souvent des étudiantes, lorsqu'elles parlent de leur travail, dans des moments d'évaluation orale, dans des moments où on est censé présenter notre pratique, ces moments-là qu'on appelle, nous, dans notre école, des espaces critiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de leur statut privilégié, ces enseignants hommes n'ont parfois même pas conscience que leur monopolisation de la parole et de l'espace oral, elle s'inscrit en fait dans une posture de domination. Tu voulais citer des exemples? Oui. Donc on avait préparé en fait une série d'exemples dont on a été témoin en fait. De réflexion. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ah oui, il y a un professeur qui avait dit mais je ne comprends pas pourquoi en tant que femme tu aurais besoin de te réapproprier ton corps. Donc pourquoi donc? Pourquoi déjà? Oui, c'est vrai. Après, sinon, ah oui, à propos d'un travail de peinture d'un étudiant noir, c'était il y a un habitus noir dans ton travail, dans ta peinture, ouais. Sinon, une peinture qui n'était pas liée à son identité du tout. Pas. Et aussi à une étudiante qui travaille sur la représentation des corps noirs, on lui avait demandé pourquoi ce serait pas bien aussi de peindre des corps blancs. Si elle trouverait pas ça intéressant, peut-être de travailler sur la représentation des corps blancs en art. Donc, ça montre un peu à quel point les questions d'oppression au sein d'une école d'art sont pas toujours hyper conscientisées. Je pense aussi à la fois où un étudiant, qui est un de nos amis, a été outé. Enfin, en tout cas, du coup, si je peux traduire ce mot en français, a été... comment dire? Exclu? Non. Dénoncé, oui, en quelque sorte. En gros, un professeur a trouvé bon d'annoncer pendant son diplôme peux-tu nous parler du rapport qu'a ton travail à ton homosexualité? Alors que ça n'avait pas du tout de place dans son travail, et ça n'avait pas forcément de pertinence à ce moment-là. Je pense aussi à une amie à qui on a remis en question la légitimité de sa parole en tant que queer, en lui demandant « mais explique-nous pourquoi t'es queer », en demandant des précisions sur son identité, et en lui disant que de toute façon, ce type de pratique artistique et ce type de discours n'intéresserait que 2% de la population, donc à quoi bon? Du coup, je pense que tout ça témoigne d'un climat sociétal beaucoup plus général que le milieu de l'art en fait, et toutes les discriminations ou assignations qui sont présentes dans le milieu de l'art en fait, c'est qu'une résurgence d'un climat, quelque chose de beaucoup plus général, et parce que nos sociétés sont tellement codées qu'elles nous apprennent intrinsèquement à catégoriser en fait, et à assigner justement, et à voir à rejeter la différence.
Et puis, à mon avis, je pense que l'éducation joue un rôle vraiment important dans ça. Et sauf que nos éducations, elles sont depuis toujours aliénées par justement des codes genrés et des codes qui dissocient en fait, qui sont aliénés par les normes dominantes en fait. Et depuis l'enfance, on nous inculque des codes, on nous assigne à un genre, à une race entre guillemets, parce que effectivement de base ça n'existe pas, mais une identité rigide, et en soi on choisit à notre place en fait sans vraiment questionner la légitimité de tout ça. Et je pense que c'est ce qui mène à avoir des assignations en fait, et des a priori et des avis clichés en fait sur des travaux, et d'assigner justement ces travaux à une identité, parce que on peut pas, c'est pas parce qu'on est femme qu'on va forcément faire de l'art féministe ou forcément des trucs décoratifs, voilà, ou alors que nos identités elles sont plurielles, et justement on peut travailler aussi bien sur une chose qu'une autre, et c'est pas notre identité qui définit notre travail, c'est pas notre travail c'est des choses qui peuvent être dissociées. Et je sais pas si t'as un truc. À cause de la pression sociale et des dictats de genre, on assimile depuis petit comme implicite, qu'on assimile depuis petit comme implicite, petit et petite. C'est difficile de réaliser qu'on peut exister en dehors d'une norme dominante, et du coup c'est difficile pour des personnes qui ne sont pas déconstruites d'accorder une légitimité à un travail qui va toucher justement 2% de la population en fait. Et lorsqu'on prend conscience de tout ce système, on prend le recul nécessaire vis-à-vis des codes qu'il induit, et c'est de fait plus facile de l'ébranler, d'ébranler le système. Il faut, je pense, aussi avoir conscience de l'héritage patriarcal et colonial, post-colonial et hétéronormatif, parce que c'est comme ça, en ayant conscience, qu'on se rend compte des oppressions dont on peut faire preuve et qu'on peut justement les déconstruire. Et c'est ce qui revient chez nos professeurs en école d'art. La plupart n'ont pas conscience en fait justement des privilèges qu'ils incarnent, qu'ils ont, et du coup c'est pour ça qu'ils vont avoir des comportements oppressifs souvent s'en rendre compte. Et souvent les jurys se permettent de justement accorder ou non une légitimité à nos identités queer, féministes, ou à notre place en fait, sans vraiment avoir connaissance de tout ça. Et du coup, pour lutter un peu contre ce genre de comportement au sein de notre école, on a imaginé et créé un livre qui s'appelle donc Mon école d'art de rêve. Donc c'était au cours d'un workshop avec Pascal Lièvre, et dans lequel on l'a fait sous forme de conte en fait. Le sous-titre, c'est un conte merveilleux pour une meilleure pédagogie en école d'art, et dans lequel on présente une utopie de ce que serait une école idéale pour nous, sans comportement oppressif, et donc sans discrimination, où on genrerait les personnes correctement, on demanderait leurs pronoms, et un truc qui serait vraiment dans une bienveillance partagée entre professeurs et élèves, dans un rapport horizontal, parce qu'il y a beaucoup de hiérarchies qui sont présentes et qui créent un climat assez angoissant parfois pendant des évaluations, ou même pendant un contrôle continu pour aller voir un professeur. C'est assez souvent on a l'impression d'être en position d'infériorité, alors que ça devrait pas. Et du coup on avait noté un dernier exemple. C'est parce qu'on a un collectif en fait, et on fait des hackings en drague, et un professeur nous avait dit du coup
qui avait dit que ton travail était élitiste parce qu'il ne touchait pas beaucoup de personnes, que notre travail était extrêmement provincial. On trouvait ça drôle. Du coup, ouais, ça nous a fait rire. Mais sur le fait de voir une pratique qui tourne autour de questions de genre comme élitiste ou qui essaye de questionner, de travailler autour de la culture queer ou de questionner le rapport au genre, je trouve ça... je pense que c'est assez... du fait d'avoir des jurys et des professeurs majoritairement privilégiés, qui incarnent du coup tous ces privilèges, c'est assez fréquent que nos pratiques les déstabilisent, politisées, engagées, soient vues comme des pratiques... attaques. Elles sont... puisqu'elles puisqu'elles parlent de minorités, elles restent minoritaires dans leur jugement, dans le sens où on considère que si on traite les questions des minorités, on n'intéressera personne à part ces minorités, et eux-mêmes, dans la valeur qu'ils donnent à ces pratiques-là, ils ne s'y intéressent pas. Ouais, peut-être parce que justement, en fait, vu que c'est des questions qui traitent des minorités, ça ne traite pas d'eux, et du coup, ils se sentent vite exclus. Et j'ai cette impression, en fait, que c'est justement un sentiment d'exclusion auquel ils ne sont pas habitués, justement, parce que c'est justement les minorités, en général, qui sont exclues. Et du coup, c'est un peu ce qui se passe par exemple avec la non-mixité ou les choses comme ça, c'est qu'on va, quand par exemple on fait quelque chose en non-mixité, on va reprocher aux personnes qui veulent se regrouper d'être communautaires, alors que justement on met de côté les minorités, et après quand elles se réunissent, on leur reproche de ne pas inclure les personnes qui sont dans la norme dominante. Et du coup, c'est assez... Je sais pas quoi en penser, mais c'est ce qui se passe. Donc oui, évidemment, c'est une question qui joue un rôle dans notre pratique et dans notre réflexion, déjà dans notre travail personnel et collectif. Et évidemment, en fait, pour nous, les luttes discriminatoires dépendent toutes d'un même principe de respect des identités de chacun, en fait. Et du coup, c'est évident que si elles convergent, elles peuvent avoir plus de visibilité et du coup mieux faire entendre les revendications qu'elles veulent mettre en avant. Donc oui, l'intersectionnalité est très importante pour nous et aussi dans notre collectif. Oui, j'allais te donner. Ok. Donc on parlait de pratique collective. En fait, on a toutes les deux un travail individuel en tant que Manon et Mathilde. On a aussi un travail en duo en tant que Manon et Mathilde. Idem. Et on fait partie d'un collectif queer qui s'appelle Gangrène, qui organise des événements artistiques et festifs. Et du coup, on essaie dans notre programmation de mettre en avant des artistes qui sont peu valorisés par les institutions dominantes et du coup qui sont issus de minorités. Et du coup, on essaye dans cette programmation d'avoir un regard croisé sur les multiples formes de discrimination, ce qui est parfois un peu complexe, j'expliquerai après un peu pourquoi. On essaye aussi de faire de la sensibilisation aux différentes formes d'oppression. Dans nos événements, ça passe par une tolérance zéro et une grande vigilance pour tous les comportements oppressifs qui pourraient avoir lieu de la part des spectateurs, comme des invités, toutes les personnes qui sont présentes dans l'événement. Mais aussi par la distribution de flyers, par de l'affichage... on essaye de créer des espaces festifs qui soient plus safe et plus inclusifs.
Et du coup, je vais revenir sur la question des programmations où on essaye de mettre en avant des artistes issus de minorités. On a été aussi parfois face à une forme de méfiance de la part de certains artistes, parce que je pense qu'en fait, il y a une espèce de forme de discrimination positive, entre guillemets, enfin, des artistes qui peut-être sont invités souvent sur critères de leur identité, que ce soit leur identité de genre ou leur identité raciale, le fait d'être une personne racisée, d'être un artiste racisé, par exemple. Je pense à ça parce que c'est un des exemples de contexte qu'on a eu où, en fait, nous, on contacte des artistes parce qu'on dit bon, ben, c'est trop cool, on a envie de montrer plein de gens et on n'a pas envie d'avoir une programmation faite d'hommes cis blancs qu'on verra déjà partout tout le temps. Mais aussi, du coup, on a des artistes qui nous répondent en nous disant d'accord, mais on a envie de savoir est-ce que votre collectif est composé de personnes racisées, de personnes trans, est-ce que... Enfin, parce que je pense qu'il y a plein d'artistes en fait, qui n'ont plus envie d'être une espèce de caution d'inclusivité, d'être juste l'élément queer ou l'élément racisé d'une programmation, ce qui est totalement légitime en fait. Et du coup, on essaye de trouver un équilibre dans ces choses-là. Mais du coup, c'est aussi, il y a aussi la balance, c'est-à-dire de notre côté, justement, des fois, on nous demande, par exemple, quand on était venu au vernissage du McVal, quelqu'un nous avait demandé mais pourquoi il n'y a pas de grosses dans votre collectif, et on n'a pas su répondre parce qu'en fait les personnes dans notre collectif sont les personnes qui viennent et on va pas aller chercher des gens pour le quota, et du coup oui forcément on couvre pas toutes les minorités dans notre collectif, mais c'est pas non plus notre but d'avoir justement une personne racisée, une personne trans, une personne grosse, une personne... Enfin, c'est vraiment notre but, c'est qui veut bien, et de mettre en avant les minorités, mais de mettre en avant les personnes qui nous intéressent avant tout, et pas les choisir par rapport à leur identité. Du coup, il y a une espèce de paradoxe entre vouloir inviter des artistes... qui sont issus de minorités parce qu'ils ne sont pas suffisamment visibilisés sur la scène institutionnelle ou sur les scènes dominantes, et en même temps ne pas vouloir créer une assignation en invitant quelqu'un par rapport à son identité. Enfin, du coup, c'est un peu bizarre, mais on essaye de trouver l'équilibre entre ces deux choses-là, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis on essaye tout simplement d'être toujours conscient que même queer, on est quand même blanc, on est quand même valide, on est quand même... avoir conscience de nos privilèges. Voilà, on a conscience de nos privilèges. On a quand même la chance d'être en école d'art, d'avoir du temps pour étudier, pour apprendre des choses. Donc voilà. Et du coup, ce dont parlait Mathilde tout à l'heure dans la question précédente, c'est que dans notre pratique en tant que duo, on a essayé aussi par des formes performatives ou des formes d'édition de diffuser des idées intersectionnelles, plus particulièrement autour du contexte de l'école d'art. Et d'essayer de sensibiliser à la fois les profs, mais aussi nos camarades étudiants et étudiantes à des pratiques plus intersectionnelles et plus inclusives. Du coup, ça va des questions de, comme tu disais, des pronoms choisis, des corpus de références proposés par les profs. Je sais que maintenant, moi je suis hyper vigilante quand on me donne une liste d'auteurs pour faire un exposé. En général, il y a 2 femmes dans 40 auteurs, quoi. Donc c'est un peu dommage. Du coup, on les invite à créer des corpus plus inclusifs, et on essaye aussi d'insister sur un usage plus systématique de l'écriture inclusive dans notre école. Essayer de faire... Mais déjà, le problème s'était posé pour la charte, parce qu'on devait rédiger une charte de... C'est quoi le... Charte anti-discrimination. Ouais, anti-discrimination. Et du coup, c'était assez paradoxal parce que c'est le ministère qui demandait cette charte aux écoles de rédiger cette charte. Mais vu que c'est un document officiel, on ne pouvait pas le rédiger en écriture inclusive. Ouais, à la base, le ministère demande une charte pour l'égalité homme-femme, mais on doit utiliser coup, la règle de grammaire officielle qui est celle du masculin l'emporte.
C'est ça. Donc voilà. Donc ouais, on essaye de proposer des alternatives, de contourner les règles aussi, parce qu'on n'a pas trop le choix. Alors déjà que la scène française artistique est encore très sexiste. Déjà pour la part... je pense que le monde de l'art, c'est un monde dans lequel je pense que c'est assez difficile de s'imposer déjà et de se trouver une place, de se faire une place. Et dans nos éducations, c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les autres domaines d'études, en fait, que souvent les femmes n'arrivent pas au bout de leurs études. J'ai l'impression que dans l'éducation, on apprend souvent aux femmes à laisser la place, à être plus discrètes, et inversement, les garçons, on les pousse peut-être plus à s'imposer, en fait, et du coup ça se ressent, je pense, dans le cheminement des personnes, et si on n'a pas conscience, justement, si on ne prend pas de recul sur toutes ces différences hommes-femmes, je pense que pour une femme, il faut redoubler d'efforts pour se faire une place, parce que justement, elle va être moins légitimée par les personnes qui prennent les décisions de qui on expose, et c'est souvent justement majoritairement des hommes qui prennent ces décisions. Et du coup, je pense que déjà c'est lié à ça. Et aussi, ces chiffres révèlent qu'on régresse, tout simplement. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est pas très encourageant à ce niveau-là. Et puis, j'ai l'impression, j'ai déjà entendu dans le milieu de l'art, j'ai l'impression que beaucoup de personnes voient le féminisme comme une sorte de tendance ou de mode. J'ai déjà entendu justement ce genre de commentaires où, je sais plus, une étudiante ou un étudiante, une étudiante, présentait un travail, je crois que c'était une première année, et je sais plus, c'était un professeur a dit « Ah, mais le féminisme encore, mais c'est une mode », ce genre de truc. Oui, vas-y. C'est vrai que même nous, de notre expérience en école, souvent c'est perçu comme au lieu d'être perçu comme une manière de faire ou comme des valeurs qui devraient pourtant être universelles, c'est perçu comme une thématique de travail. Quand certes, ça pourrait l'être, mais quand dans nos propositions, parfois c'est juste... oui, il y a des revendications féministes, et parfois les travaux sont engagés, mais c'est pas une pièce sur le féminisme, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup... En fait, plutôt que de voir ce qu'on dénonce à travers le féminisme, ils voient justement une thématique féministe, et du coup ils rangent tout dans le même paquet. Et alors que justement il y a des tas de féminisme déjà, et en plus c'est justement, on pointe des choses qui ne vont pas, et ils ne voient pas ça, en fait, parce qu'ils n'ont souvent pas conscience de ces oppressions, et parce qu'ils ne les vivent pas, ou elles, des fois. Et du coup, ouais, c'est... Puis au lieu de se questionner sur pourquoi, d'un coup, des étudiants et étudiantes en art ou des artistes viendraient prendre la parole sur ces questions-là, ou ont envie de s'exprimer de manière plus politique, se dire juste « Oh, dis donc, c'est une mode, c'est tendance en ce moment ». Ils ne voient pas ça comme une libération de la parole, en fait. Tout le monde fait ça, du coup, on va tous faire ça. J'ai l'impression qu'ils considèrent que on ne peut exister en tant que femme à travers son travail qu'à travers le féminisme. Il y a une sorte de confusion comme ça entre avoir un travail en tant que femme artiste
et avoir un travail féministe. On n'est pas obligé d'être femme pour avoir un travail féministe et on n'est pas obligé d'avoir un travail féministe quand on est femme. Et il y a vraiment ça qui est pas très clair dans la façon dont les gens voient ça. Et du coup... oui, j'ai l'impression que il n'y a pas que dans le milieu de l'art que les choses régressent. Enfin, genre, dernièrement, il y a beaucoup d'États qui ont remis, par exemple, en question le droit à l'avortement ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a une libération de la parole, du coup, qui est assez encourageante par rapport, le phénomène MeToo ou les choses comme ça, c'est assez encourageant parce que, ou alors, par exemple, par rapport aux agressions homophobes, il y a aussi une libération de la parole à ce niveau-là et c'est... Bon, là, j'extrapole, mais il y a quand même quelque chose qui est assez encourageant. Et puis même, par exemple, la part des femmes dans les expos, on en parle maintenant, alors qu'avant, c'était même pas... on se posait même pas la question. C'était... Déjà, c'est exposer une femme, il y a quelques années, c'était déjà... quelque chose de... Oh mon Dieu. Ouais. Voilà. Je pense que voilà, nous on est encore dans ces... c'est quoi, 65 ? Ouais, on est encore dans les 65% ouais, du coup, on ne vit pas encore... de l'école d'art. Et on verra. Je sais pas. Je pense que pour l'instant, les espaces et les personnes avec qui on a été amenés à travailler, amenés à montrer notre travail, c'était des gens qui étaient très sensibles à ces questions-là, au fait de visibiliser des minorités ou au fait de montrer des œuvres et des artistes qui ont un travail qui est politique, du coup. Pour l'instant... Mais oui, aussi, en fait, on se rapproche aussi dans nos écoles des professeurs qui ont connaissance sur ce quoi on travaille. Qui ont un peu les mêmes interrogations et avec qui on peut dialoguer justement, mais vu qu'il n'y a pas trop de professeurs déjà femmes et de professeurs qui sont éclairés sur les questions sensibles, aux questions féministes, mais justement on va moins se rapprocher des autres professeurs et c'est en créant le lien qu'on arrive à justement se créer des contacts et du coup à arriver à être exposé à des endroits. Tout se fait sur le contact et du coup je pense que ça se joue vraiment aux écoles d'art vu que c'est majoritairement des profs hommes, cis, blancs, hétéros, ils vont se rapprocher des élèves qui les intéressent et inversement les élèves vont se rapprocher des profs qui les intéressent et du coup je pense que c'est à ce moment-là que se fait la césure entre la majorité femmes dans les écoles d'art et la majorité hommes dans les expositions. Oui. On est des fées. Des fées ministres. Voilà, c'était le meilleur jeu de mots. Waouh. Comment succès. Non, mais pour revenir encore au contexte de l'école d'art, s'imposer et assumer d'être féministe en école d'art et assumer dès le début quand on propose notre travail ou quand on nous pose la question, dire oui, je suis féministe, c'est pas toujours évident, pas toujours bien vu du coup de la part des profs, pas toujours bien vu de la part de nos camarades qui, eux aussi se laissent, elles aussi parfois même se laissent, entraîner dans cette espèce de stigmatisation du féminisme qui est un peu présente aujourd'hui. Un peu le mythe de la féminazie qui... mais ça revient souvent en vrai. Et qui va justement toujours... c'est complètement absurde en fait, parce que justement le féminisme, on va reprendre souvent des gens parce que justement ils ont un comportement oppressif et du coup souvent on interprète notre propre comportement de féministe comme un comportement oppressif et c'est ça cette espèce de mythe de retour d'autorité et tout ça. C'est ça. Mais du coup on s'est rendu compte aussi que de ne pas avoir forcément des interlocuteurs
toujours très conscients de ce dont on parle, ou qui n'avaient pas forcément le vocabulaire qu'on utilise, ou qui n'avaient pas les mêmes niveaux de connaissances sur ces questions-là, c'était parfois fatigant parce qu'on n'avait pas envie de devoir faire de la pédagogie quand on parle de notre travail. Mais malgré tout, on avait à le faire. Enfin, on n'avait pas trop le choix des fois si on avait envie d'être comprise et écoutée. C'est ça, souvent. On parle justement de... Je sais pas. On a un travail qui, effectivement, se rapporte à des questions féministes, mais les questions qu'on nous pose souvent se rapportent à des questions de vocabulaire, ou alors des questions qui ne sont au final pas sur le fond, mais sur des questions annexes, en fait, d'éducation au féminisme, en fait, et aux questions antidiscriminatoires. Et du coup, c'est dur d'avancer, en fait, dans notre travail, parce que justement, souvent, on a l'impression de ramer quand on est confronté à en parler, quand on est amené à en parler, parce que justement, les points qui sont soulignés ne sont pas les points sur lesquels qui sont vraiment importants dans nos pièces, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec ce personnage de fée, qui nous permettent, de manière un peu détournée, de parler de féminisme et de poser les questions politiques qu'on a envie de poser à travers de petites fées qui viennent conter des histoires de manière mignonne et gentille. Oui, parce qu'en fait, il est né avec mon école d'art de rêve. Du coup, c'est le livre, et qui allait avec une performance. Du coup, on était déguisés en fée. Déjà, on faisait le tour de l'école en fée, en invitant les gens à venir écouter une histoire. Et du coup, on avait fait une installation, et on racontait un peu comme comme si on racontait à des enfants, un peu. Et du coup, avec un petit bruit de sentiments et des trucs très mignons, mais pour justement donner un autre degré de lecture à ce qu'on dénonce, en fait, parce que au final, on dénonce des travers qui sont présents dans les écoles d'art, mais on essaye de le faire de manière éducative et ludique, pour justement pas être dans un affrontement ou dans une frontalité, mais plus dans un partage, et d'amener les gens dans notre univers avant, en créant une espèce de cocon qui est un peu rassurant. Et du coup, c'est plus facile pour les gens de se laisser pas convaincre, parce que c'est pas convaincre, mais de comprendre un peu les enjeux qui sont soulignés, je pense. Parce que c'est fait plus dans la douceur et moins dans la frontalité. Et bien que on nous ait dit à ton espace critique que c'était quand même autoritaire, notre conte, mais déjà c'est moins... c'est plus facile pour certaines personnes de le recevoir. Oui. Voilà. Du coup, oui, bien sûr qu'on est féministe, évidemment. Et on essaye de l'être encore plus dans l'école d'art et d'être féministe pédagogue. Mais moi, j'en ai marre parfois de devoir faire de la pédagogie, et je le comprends. Et je pense à des amis, notamment une amie qui est dans une autre école d'art qui se retrouvait aussi face à ça, souvent dans ces moments d'évaluation où en fait elle avait besoin d'expliquer tout le temps tous les mots, les questions. Là où sur une pratique complètement différente, si un tel ou tel prof n'a pas la référence, tant pis, il passera à côté, et il cherchera de son côté quand l'oral est fini. Là, c'est à nous de faire tout le temps l'explication et la pédagogie. Et du coup, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de faire son passage de diplôme, et si les profs ont besoin de pédagogie, ils doivent la payer. Du coup, elle le propose comme une performance où on redonne la valeur aussi à la pédagogie féministe, parce que malgré tout, on se rend compte qu'au final, ça devient un savoir qu'on possède et que d'autres ne possèdent pas.
et que nous, on aimerait promouvoir comme des valeurs un peu universelles, mais elle a aussi modélisé en 3D je crois que c'est une intelligence artificielle qui justement répond à ces questions à sa place, en fait. Comme ça, elle n'a plus à le faire. Voilà.